Le brouillard pressait sa main lente contre les hautes fenêtres de la maison de ville de Grosvenor Square, noyant la ville dans un rêve pâle et docile, tandis que des violons ondulaient depuis le salon de musique et que la lumière des lampes créait des reflets d'or tremblants sur chaque cristal levé. L'air sentait la cire et la laine mouillée, le parfum tentant de l'emporter sur novembre, et au sein de cette lueur, Julian Harrow se tenait, le dos tourné à la cheminée de marbre, héritier austère avec une montre à gousset fêlée nichée, comme une petite réprimande dans son gilet, observant Évangeline Marsh à travers la soirée bondée, comme si la distance qui les séparait était une vitre qu'il pouvait embuer d'un seul souffle. Elle n'était pas belle selon les règles de sa mère, mais saisissante selon celles auxquelles le temps obéissait, alerte, vivante, ses gants gris perles frappant, un programme plié en un doux métronome qui ordonnait l'instant autour d'elle. Elle parlait avec ferveur à un cercle de mécènes que leurs médailles et leurs pensions avaient rendus somnolents, et ils n'entendaient que des fragments portés par le flot des conversations, les enfants, des livres, des cheminées, chaque mot frappant ses côtes avec le tact d'une phalange sur une porte verrouillée, dérangeant un vieux résidu de fumée qu'il prétendait ne plus sentir. Il était venu parce qu'on assiste à ces soirées comme on s'occupe de ces grands livres, parce que la ville tenait le compte des absences, mais il se retrouvait maintenant attentif, contre ses meilleurs calculs, son regard revenant sans cesse comme s'il avait été dressé par quelque chose de plus ancien que les habitudes de son père. Lorsque l'hôtesse, scintillante et aimable, le guida à travers la foule et dit « Ravi, Monsieur Harrow, Mademoiselle Marsh », l'air se tendit, et la politesse entre eux devint raide comme un fil de fer. « Mademoiselle Marsh », dit-il, inclinant la tête avec une parfaite économie. « Monsieur Harrow », répondit-elle, sa voix basse, égale, la plus faible trace de fer sous la courtoisie. Ses gants s'immobilisèrent, et dans cette petite cessation, il sentit un défi s'aiguiser. « On me dit que vous trouvez les chiffres éloquents, » ajouta-t-elle, sans méchanceté. « Les nombres parlent lorsque nous enlevons l'affectation, » répliqua-t-il, surpris de constater que cela sonnait comme une défense. Ses yeux se levèrent, gris comme le brouillard du dehors, mais plus chauds. « La faim n'est pas une affectation, » dit-elle, et elle sourit de telle manière qu'il ne pouvait l'accuser d'inconvenance, seulement d'exactitude. Un bienfaiteur au visage buriné, brun comme un champ après la moisson et 2 fois plus ridé, dériva entre eux avec une toux bienveillante. « Vous deux allez faire un jeu insignifiant de mon pauvre Legs, » gloussa-t-il. « L'orphelinat, contesté par le zèle et par les grands livres. Vous débattrez devant le comité à la fin de la semaine. Un arrangement charitable, n'est-ce pas? » Quelqu'un derrière eux rit, de ce genre de rire qui dore la cruauté de convivialité. Dans la pause qui suivit, leurs pensées se déplacèrent comme des pièces d'échecs soulevées à main nue. « Je ne serai pas vaincu dans la ville de mon père, » se dit Julien, sentant le poids de la montre comme s'il s'agissait d'un commandement. « Je ne laisserai pas la charité être domptée par le grand livre d'un Harrow, » se promit Eva intérieurement, se souvenant de petits visages floutés par la poussière de charbon qu'il appellerait, pourrait appeler, une abstraction. Minuit sonna, d'abord depuis la grande horloge dans le hall, puis faiblement du dehors, alors que les églises libéraient le temps de leurs pierres, et le brouillard s'épaissit au point que les fenêtres elles-mêmes semblaient frissonner. Il baissa les yeux par habitude sur sa montre à gousset, son verre étoilé, et la trotteuse arrêtée à 9h17 depuis l'incendie de l'usine, une heure privée qu'il portait comme une pénitence. Puis il leva de nouveau son regard vers elle, perplexe de découvrir que sa voix, lorsqu'elle lui parvint par-dessus les violons, le dérangeait non pas comme le tonnerre, mais comme la pluie à l'intérieur d'une maison, intime, non invitée et impossible à ignorer. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale.
Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Quelques jours plus tard, dans une pièce lambrissée comme un secret poliment gardé et parfumée de vernis et de l'arrière-goût de vieux cigares, la pluie tombait en bruine contre les hautes vitres avec une insistance patiente, comme si le temps avait lui aussi adressé une pétition au comité. Les chaises craquaient lorsque les hommes changeaient de poids, l'encre brillait en petits lacs dociles sur les buvards, et Évangeline Marsh se tenait à la longue table, ses papiers disposés comme s'ils étaient un modeste autel, sa voix mesurée mais vive d'un sentiment contenu, alors qu'elle exposait son plan pour des livres, du lait, des bottes réparées, des détails si précis qu'ils semblaient être des points de suture. « Pour apprendre la patience au jour de faim », dit-elle sans fioriture, et la phrase resta suspendue un instant comme une lanterne dans la grisaille. Julian Harrow, austère comme un grand livre écrit d'une main régulière, répondit avec des chiffres, des dotations et la géométrie nette de l'échelle. Combien de couvertures par livre sterling si l'approvisionnement était centralisé? Combien de pain si la distribution évitait la redondance? Comment un fonds, une fois consolidé, pourrait générer des intérêts qui garderaient les portes ouvertes au-delà de l'hiver? Son ton était poli, jusqu'à une retenue qui passait, pour la plupart des oreilles, pour de la certitude, mais son regard ne cessait de dériver vers la petite hirondelle brodée sur son mouchoir, un fragment de vol dompté par le fil. Il se demanda pourquoi cette hirondelle le troublait, si c'était parce qu'elle suggérait le retour, ou parce qu'une part de lui n'avait pas cessé d'être suie et voulait, impertinemment, être air. Le dialogue, qui avait commencé avec civilité et adjectifs prudents, s'aiguisa en honnêteté. « Monsieur, la pauvreté n'est pas une erreur de calcul, » dit-elle, la douce conviction de ces mots faisant plus que n'importe quel volume. Il sentit la vieille instruction monter à sa bouche comme la canne d'un précepteur et la laissa sortir, calme. « Mademoiselle Marsh, la bienveillance sans structure devient sentimentalisme. » Un faible murmure répondit, un malaise distingué, le son que faisait la société lorsque l'utilité portait une robe de femme et parlait comme si on lui en avait donné la permission. Le président toussa dans son poing comme pour éteindre une bougie. La chevalière de quelqu'un cliqua contre la table. Elle parlait des bottes non pas comme d'un inventaire, mais comme de la différence entre un enfant arrivant à une leçon ou arrivant à la fièvre. Il répliqua qu'un système qui ne pouvait être compté ne pouvait être maintenu. Il s'entendit et n'aima pas entièrement l'homme auquel il ressemblait. Elle l'entendit et ne détesta pas entièrement la discipline à laquelle elle avait juré de résister. Finalement, le vote qui aurait dû tomber comme une hache fut reporté, la lame retournée dans son fourreau avec des phrases murmurées. Divergence animée, délai prudent, une inspection plus approfondie et justifiée. Et la décision fut prise que les deux pétitionnaires seraient nommés co-gérants du Legs, tout en visitant l'établissement et en soumettant un rapport conjoint. Le mot « ensemble » glissa dans la pièce avec une bienséance qui ne masquait pas sa malice. Dehors, le temps refusait de s'éclaircir. La pluie s'était installée comme pour la saison. Des semaines passeraient sous ce même voile obstiné, et sur les marches, il leva son parapluie en une offrande silencieuse, tandis que les chapeaux s'abaissaient et que les calèches projetaient des éclaboussures. Ils se tenaient proches parce que la pluie l'exigeait, leurs épaules globées par la soie noire, son parfum un savon pratique, son eau de Cologne un souvenir. Ils échangèrent des révérences raides, des protocoles conçus pour la distance, tentés sous un temps intime, et lorsqu'ils se tournèrent pour se séparer, sa main gantée frôla sa manche, une friction si légère qu'elle aurait pu être le début d'une charge ou l'avertissement qui la précède, et quelque chose en lui le reconnut comme une cloche, pas forte, mais juste. Il la regarda s'éloigner et sentit la montre fêlée dans son gilet devenir plus lourde, comme si le temps avait pris du fer. Sous le murmure de la pluie, il entendit de nouveau la voix de son père,
la mémoire humide de fumée et de commandements. Ne cligne pas des yeux dans une négociation. Cligner des yeux, c'est concéder le monde. Et il resta là, l'eau glissant du bord du parapluie, se demandant, pour la première fois, s'il y avait des mondes qu'il fallait concéder pour que de meilleurs puissent être bâtis. La calèche cahota, comme si la route s'était offensée de ses propres pierres, les roues heurtant les ornières, avec un rythme qui rendait la conversation brève et les pensées longues. L'humidité montait du plancher, le souffle du cheval fumait, et l'odeur du fleuve arriva avant le fleuve lui-même, une mélancolie minérale se faufilant à travers les rideaux comme pour dire « Préparez-vous ». Au bord du fleuve, l'orphelinat se penchait comme un vétéran portant le temps et les années dans ses gonds, ses briques mouchetées de vieilles suies et de saumure. Des mouettes tournaient et criaient, fines lames de son dans le ciel gris, et la Tamise respirait d'une manière lente et grise, animale, suggérant une poitrine qui se soulève et retombe, patiente, non persuadée par les arrangements humains. Des rires d'enfants, si c'en était, traversèrent la cour, fins comme des os de mouettes, fragiles, précieux, et Évangeline Marche descendit, avant que Julien ne puisse tendre la main, sa jupe s'élevant à quelques centimètres d'une flaque, son gant trouvant l'épaule d'un petit garçon avant même qu'elle n'ait fini d'observer la façade. Elle s'agenouilla sans cérémonie pour nouer son lacet de bottes en lambeaux, et lorsque le lacet résista, glissant debout, elle serra simplement le nœud fermement et tapota son mollet comme si le geste pouvait être une promesse même quand la ficelle refusait d'obéir. Julien détourna le regard, non par dégoût, mais à cause de la construction dans sa gorge qui ressemblait aux premières mesures d'une chanson qu'il ne savait pas encore jouer. Ses doigts touchèrent, absurdement, la montre fêlée à travers son gilet, comme pour se rappeler l'heure qu'il s'était donnée à se souvenir. Madame Ellerby, la directrice, les accueillit à l'entrée avec une contenance d'une gentillesse vive et le regard de quelqu'un qui avait appris à dépenser la douceur comme de la monnaie sans la rendre bon marché. « Vous êtes ceux qui nous inspecteront jusqu'à un meilleur hiver, » dit-elle, sans sourire, mais reconnaissante, et les conduisit à travers d'étroits couloirs où la peinture s'écaillait en boucles pensives, et où l'air portait cette odeur mêlée de savon, d'amidon et de laine humide qui appartient aux institutions de survie. Une étagère contenait 3 livres, dos fané, cuir craquelé, et Eva s'arrêta devant eux comme devant une cathédrale, un doigt ganté posé sur un titre jusqu'à ce que son souffle se calme. Julian vit la même étagère et lut l'absence autour d'elle comme une note de grand livre à l'encre rouge, un reproche écrit dans la poussière. Il compta les choses, les ardoises manquantes sur le toit, une fenêtre qui ne fermait pas, la distance entre la cuisine et le dortoir, et combien de minutes le froid pouvait voler à un enfant en transit. Eva remarqua une autre arithmétique, les humiliations silencieuses dans de petits corps. « Il cache son pain », murmura-t-elle en passant devant un lit où un quignon du pain de la veille pointait, honteux, dessous un mince matelas. L'ourlet d'une fille avait été rallongé 2 fois et révélait encore sa cheville. La toux d'un garçon était un métronome pour un hiver pas encore terminé. Sa voix faisait sonner la compassion comme une série d'instructions pratiques, et il l'entendit de cette façon, étonnamment reconnaissant pour des ordres auxquels il pouvait obéir, qui ne venaient pas des habitudes d'un homme mort. Dans la salle de classe, la poussière de craie flottait comme un temps apprivoisé. Une petite fille aux cheveux couleur de laiton terni s'approcha de Julien, les 2 mains en coupe, et lui offrit une hirondelle en papier plié à partir d'une vieille publicité, ses plis nets mais incertains, son bec légèrement émoussé par l'espoir. Sa main trembla quand il la prit, et il ne sut pas si le tremblement commençait dans le muscle ou dans l'esprit. Quelque chose de désappris bougea derrière ses côtes, comme une nouvelle marée,
montant sous une berge de pierre. Il glissa l'oiseau dans la poche de sa poitrine, près de la montre, et pendant une seconde palpitante, il imagina que l'un pourrait apprendre à l'autre à bouger. Sur le quai ensuite, le vent tiraillait les rubans du chapeau d'Eva, qui écrivait des cursives impatientes dans l'air. Le fleuve léchait les marches en petites répétitions, et le ciel s'épaississait de cette manière qui signifiait que la pluie serait promue de rumeur à gouvernance. Il parlait sur le ton mesuré de personnes résolues à être en désaccord sans briser ce qu'elles commençaient à peine à reconnaître comme pouvant être utile. « Les fins sans les moyens sont des vœux pieux, dit-il, la vieille grammaire de sa maison, arrangeant sa bouche. Et les moyens sans les fins sont des machines, répliqua-t-elle, pas durement, seulement précisément. Ne limez pas le besoin jusqu'à ce qu'il ressemble à de la propreté. Il désigna les gouttières et les grands livres, les routes pour le charbon et le lait, les économies qui pouvaient être tirées des déchets. Elle pointa, de la même main qui avait noué un lacet, vers les bouches et les habitudes, vers la façon dont la peur poussait les enfants à amasser, et comment seule la prévisibilité pouvait défaire cette peur. La pluie commença, d'abord une dispersion, puis un motif, des fossettes piquetant la surface du fleuve comme du braille, le monde brièvement lisible même pour ceux qui n'avaient pas encore appris à lire, et il sortit son mouchoir dans un geste de galanterie réflexe. Elle déclina d'une froide inclination de la tête qui ne laissa aucune blessure, seulement une leçon. L'eau perlait sur ses cils et ne tombait pas. Pourtant, quand il se tourna, stupidement piqué par son propre linge inutile, il trouva son regard non pas sur son visage, mais sur l'étoile de verre fêlée à son gilet. Elle regarda la montre comme si elle pouvait entendre son silence sans fin mieux que lui, et pendant un instant, sous la pluie, entre la lente respiration du fleuve et les cris fins des mouettes, cela leur sonna à tous les deux comme une horloge qui attendait son heure. Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé comme une correspondance taillée dans la courtoisie, « Chère mademoiselle March, en réponse à votre mémorandum, Monsieur Harrow, j'accuse réception », s'allongea peu à peu, les phrases se déboutonnant juste assez pour admettre le temps et les détails, des noms d'enfants apparaissant comme de prudentes notes de bas de page, à côté des demandes de charbon et de bottes, des notes marginales sur un garçon qui ne dormait que si un livre était laissé ouvert sur la chaise, une fille dont la toux s'adoucissait lorsqu'on lui donnait du lait chaud au crépuscule. Les chiffres défilaient entre eux, mais autour de ces chiffres se promenaient de petites observations, comme si l'arithmétique était escortée par la vie elle-même, et leur ton, autrefois aride, commencèrent à porter une basse musique d'attention mutuelle que ni l'un ni l'autre ne souhaitait nommer. Tard un soir, après que l'encre de sa réponse eut séché avec un éclat patient, « Nous réduirons les courants d'air nocturne en scellant les fenêtres ouest. J'ai un homme qui peut s'en charger sans offenser le plâtre. » Julien, sans aucun motif sensé, trouva le chemin du salon de musique, un endroit qu'il avait évité, comme s'il contenait un miroir qui le montrait trop jeune. Le piano, un instrument sobre sous un film de poussière fine comme le chagrin, reçut ses mains avec la générosité indifférente de vieux amis, et il laissa une valse s'échapper de lui, en spirale à moitié remémorée, un air que sa mère avait autrefois tiré de ces mêmes touches dans les après-midi, avant que la fumée ne lui ait enseigné d'autres leçons. La gouvernante, passant comme un fantôme accoutumé, s'arrêta et posa une main sur son tablier comme pour calmer sa propre surprise. « Maître Julien », dit-elle, et le nom sonnait comme un vestige d'une grammaire plus douce. Cela fait des années. Il hocha la tête sans se retourner, sentant la montre fêlée comme une pierre sur sa poitrine, l'hirondelle de papier de la salle de classe posée contre un chandelier, comme si elle aussi écoutait, et pensa, avec un sursaut presque réconfortant, « Je ne suis pas fini, après tout. » De l'autre côté de la ville,
à la lueur d'une lampe qui faisait briller son petit salon comme une lanterne placée devant une rue aux volets fermés, Eva lisait sa dernière lettre. L'écriture précise, les phrases modestement exactes, et s'arrêta en arrivant à cette ligne sur les fenêtres ouest. Sa bouche, qui avait appris à garder la résolution comme une pièce de monnaie qui ne pouvait être dépensée qu'une seule fois, se détendit en un sourire que personne ne vit. Lors de leur prochaine réunion, dans une pièce qui sentait encore le vieux vernis et un imperméable récent, elle apporta une liste écrite d'une main soignée, chaque élément un fil qui, correctement noué, réparerait quelque chose de plus grand que lui-même. Il admira, avec un sursaut qu'il dissimula, la discipline tressée dans son ton adouci, un acier qu'il ne pouvait faire plier tressé avec une soie qu'il ne souhaitait pas effilocher. « Vous ne me gagnez pas en étant d'accord, monsieur Harrow, » dit-elle, lorsqu'il acquiesça à une proposition comme si le consentement était un charme. « Ni ne souhaite-je vous gagner, mademoiselle March, seulement l'argument, » répliqua-t-il, et fut surpris par la modeste chaleur dans ses propres oreilles lorsqu'une légère couleur monta aux siennes. Il proposa de fournir des couvertures. Elle contre-attaqua avec des livres. Ils ne choisirent pas, mais tressèrent les deux. Et le compromis grandit entre eux comme du lierre à travers la brique, vrille par vrille, patient, insistant, ornemental seulement parce qu'il était si efficace. Dehors, la neige commença en flocons fatigués, comme si le ciel avait été convaincu contre son gré. Les marches portaient une traîtrise de blancheur, et quand elle glissa, juste assez pour craindre de tomber et ressentir de la rancœur pour cette peur, sa main trouva sa taille, avec une assurance qui dépassait ses plans, la stabilisa, puis la lâcha si rapidement qu'il douta que cela se soit produit. Elle ne douta pas. La fermeté de ses doigts resta comme une leçon que l'on garde non pas dans l'esprit, mais dans le corps, et alors qu'ils se séparaient sous le temps qui tombait, chacun emporta une petite chaleur impossible, du genre qui ne s'annonce pas, mais qui altère néanmoins la température d'une pièce. Quelques mois plus tôt, lorsque les matins étaient de la couleur de l'étain sale et que le souffle embuait les vitres comme si la maison elle-même frissonnait, la fumée avait écrit son alphabet amer à travers le ciel. Julien se tenait dans la rue, le col ouvert, et apprit à quelle vitesse un nom pouvait être brûlé dans un grand livre qu'il ne fermerait jamais. 3 vies comptabilisées, non pas comme des chiffres, mais comme des absences qui ne seraient pas équilibrées. Et ensuite, la montre agoussée à son gilet, celle de son père. Son héritage de ponctualité et de commandement tomba de sa paume dans la confusion et heurta les pavés, le verre se fêlant en une petite étoile qui fixa les aiguilles à 9h17, l'heure qu'il ne se permettrait pas d'oublier. Il ne la fit pas réparer. Il laissa sa face dure et silencieuse reposer contre son cœur comme une froide instruction. Pour se souvenir, se disait-il, et pour obéir, bien qu'il n'aurait pas encore pu dire ce que l'obéissance exigerait, seulement que la pénitence devait être portée, un poids suspendu à la colonne vertébrale pour la redresser. Eva gardait son propre hiver privé. Un frère qui s'était éteint de tout sur les quais des années auparavant, les poumons forcés de boire ce que le fleuve refusait. Le télégramme arrivant un après-midi lent où la bruine brouillait la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Les mots étaient si peu nombreux qu'ils semblaient indécents. Regrets, maladie, décédé. Et elle s'assit à la petite table avec sa trousse de couture ouverte, l'aiguille enfilée pour un ourlet qui n'avait plus d'importance, et marqua les marges de ses psaumes d'un trait de crayon émoussé sous « Apprends-nous à compter nos jours », non pas parce qu'elle croyait que compter sauvait qui que ce soit, mais parce que l'acte de tracer une ligne stabilisait la main qui ne pouvait stabiliser le monde. Dans des souvenirs alternés, leur chambre d'enfance révèle la grammaire qui a façonné leur bouche, la sienne avec des cartes épinglées comme des intentions et un jeu de grands livres miniatures dans lesquels ils s'exerçaient à entrer des sommes
jusqu'à ce que les colonnes se comportent. Une petite boussole qui savait toujours de quel côté se trouvait le bureau de son père. La sienne avec un dé à coudre qui avait appartenu à sa mère, et les bords dorés et bon marché d'une Bible usée jusqu'au brin au coin. Une chaise près de la fenêtre, où elle apprit à lire à haute voix à un frère dont le silence avait été patience, non consentement. Lorsque la ville dégela, les gouttières vomissant les secrets de l'hiver, la neige fondant en ruisselets gris qui pointaient vers le fleuve comme une compulsion, ils se retrouvèrent dans un couloir étroit à l'extérieur de la salle du comité, l'humidité s'ébrouant des manteaux et des parapluies comme des chiens. Elle remarqua sa montre, comme elle l'avait fait auparavant, mais cette fois, la question s'échappa, basse, presque tendre contre sa propre prudence. « Pourquoi portez-vous une blessure comme un bijou ?» Sa réponse, trop rapide, défendit une citadelle qui n'avait pas été attaquée. Certains poids améliorent la posture. La froideur érafla l'air. La meurtrissure en affleura alors même qu'il parlait, et avant que l'écho ne meure, il détesta la phrase pour son arrogance, pour ce qu'elle ne coûtait rien à dire et taxait tout ce qu'elle touchait. Elle inclina la tête, la leçon d'une vie entière fermant ses traits en une dignité qui pouvait être mal interprétée comme de l'aisance. Quand elle partit, le couloir sembla plus long. Seul, il se tenait avec l'hirondelle de papier que l'enfant lui avait donnée, se froissant doucement dans sa poche à côté de la montre fêlée, et pensa « J'ai rejeté la gentillesse comme un imbécile. J'ai pris une main tendue, et j'en ai fait une règle. » Et la pensée pesa lourdement, comme la paume d'un professeur pressant l'épaule d'un garçon. Reste, réfléchis, change. Seule, elle marcha dans la lumière déclinante et sentit la pluie recommencer, petite, persistante, et se dit, sans méchanceté, « L'orgueil ressemble à de la pierre jusqu'à ce qu'il s'effrite sous la pluie. » Et se demanda si c'était de son orgueil à lui qu'elle parlait ou du sien, et si, lorsque les pierres cèdent enfin, elles deviennent de la boue qui salit ou de la terre qui fait pousser. La montre sur sa poitrine gardait son silence sans fin, une étoile arrêtée. Le fleuve, quelque part au-delà des toits, parlait dans ses syllabes patientes, et le début du printemps, avec son courage sans éclat, persistait à dégeler ce qui avait gelé quand le feu avait enseigné sa leçon trop durement. Sous des lustres suspendus, comme des constellations captives, et projetant un miel tremblant sur les parquets laqués, le gala de charité se déroulait avec le vernis lisse d'un orchestre. Les rires flottaient en couches, une vivacité exercée polie par les commérages jusqu'à ce qu'elle brille comme un masque. Et partout des coudes de velours et des gorges parées de bijoux se mouvaient dans une chorégraphie de la richesse se faisant passer pour le temps. Julien se tenait au milieu de tout cela, sa posture disciplinée en héritage, la montre fêlée un poids familier contre son sternum, 9h17, toujours, et l'hirondelle de papier, une petite, improbable ligne de faille dans sa poche. La pièce sentait la cire d'abeille et le parfum coûteux, et il pensa, alors que les violons s'élançaient dans une valse qu'il reconnaissait comme une cicatrice, qu'il avait appris chaque pas élégant et presque rien du sol. Lady Béatrice Lark s'approcha avec son sourire accordé au ton exact de l'admiration qui n'a pas de dette, son bras s'enfilant dans le sien comme un fil de soie en trouve un autre. Leur histoire scintillait dans les coins de la pièce, danse, arrangement, l'intelligence confortable de deux personnes qui avaient compris la commodité et l'avaient appelé charme. À travers la mer de reflets et de bavardages, il vit Eva ne pas le regarder, ce qui était sa meilleure façon de le regarder. Le menton relevé, les gants gris perles tranquilles sur la courbe d'un verre, les yeux parcourant la pièce comme pour recenser ce qui pourrait être réparé par la seule volonté. La petite courbe d'une hirondelle cousue sur son mouchoir brilla quand elle se tourna, un signal seulement si l'on connaissait le code.
L'hôte appela aux promesses de dons, avec l'entrain altier d'un homme confiant en ses amis, et la pièce se tut comme au théâtre. Des noms furent prononcés, des montants annoncés. La soirée jouant la vertu comme un oiseau joue son chant. Quand son tour vint, Julien sentit la face fêlée de la montre presser plus fort, comme si le temps lui-même souhaitait être consulté, et la voix de son père, ne cligne pas des yeux dans une négociation, monta comme de la fumée et se dissipa. Il prononça les mots sans fioriture, redirigeant sa principale bienfaisance de l'hôpital que Béatrice favorisait vers l'orphelinat au bord du fleuve, le nommant simple comme du pain dans une pièce qui préférait la pâtisserie. Les applaudissements qui suivirent furent polis, pas chaleureux, comme la pluie tapotant sur du métal doré. Les éventails s'agitèrent comme si des oiseaux avaient été effarouchés. Le sourire de Béatrice se referma autour d'une lame, et ses doigts se resserrèrent d'une fraction sur sa manche. « Vous devenez sentimentale, murmura-t-elle, belle comme le givre, et il répondit par le silence d'un homme qui avait appris que certaines réponses ne sont que des reçus. Il inclina la tête, décrocha sa main avec courtoisie et laissa le moment se tenir sans ornement. Eva s'approcha, pas tout près, et leurs mots se déplacèrent comme si le verre était partout. « C'est la victoire des enfants, dit-elle, grave et exacte. »« C'est votre persévérance, répliqua-t-il, et tous deux sentirent comment le langage, lorsqu'il est manié avec soin, peut contenir quelque chose de nouvellement vivant sans le briser. Dehors, la nuit était un souffle retenu trop longtemps, humide, oppressante, un orage enroulé au loin comme une créature décidant qu'en frapper. Il y entra et retira ses gants, la peau reconnaissante de l'air non médiatisé, pensant, avec une constance qui le surprit, que le temps vienne. Dans sa calèche, la porte se refermant sur un monde de lumières et de voix, Eva pressa le mouchoir à l'hirondelle contre sa bouche pour empêcher une tendresse indisciplinée d'en dire plus que ce qui était prudent, et murmura dans les fils tissés. « Ne sois pas gentil si cela doit faire mal. » Sachant que la gentillesse pouvait être une blessure si elle était offerte comme un bijou, sachant aussi que certaines douleurs arrivent comme des remèdes et ne s'annoncent qu'après la fin de la fièvre. Les semaines passèrent, et la rumeur, cette mythe nocturne, trouva chaque lampe de conversation et y brûla ses ailes poudreuses sur le nom d'Eva. Une chronique dans un quotidien populaire, écrite avec l'esprit étroit d'un homme qui confond l'insinuation avec la perspicacité, suggérait qu'elle jouissait d'une influence indue sur un certain héritier, et les mots volèrent plus loin que la vérité ne le fit jamais, se logeant dans les salons comme des chardons. Le comité murmura à mi-voix des courtoisies qui faisaient plus mal que des cris. Les lettres furent brassées, les fronts composés en une préoccupation qui avait la texture de l'accusation. Par un midi gris, alors que la poussière de craie flottait dans la salle de classe d'Eva comme un temps tendre, un laquais en livrée des Harrow déposa la carte de visite de Madame Harrow sur son bureau comme on pose du givre sur un rebord de fenêtre. La dame suivit la carte, les yeux d'un éclat hivernal, ses manières trempées en politesse comme en acier. « Mon fils est généreux, mademoiselle March, » dit-elle, chaque syllabe un fil mesuré. « Mais la générosité doit rester décente. » Eva, dont la dignité ne la tenait pas au chaud mais la gardait entière, inclina la tête et répondit avec une retenue qui lui coûta. « La décence est plus en sécurité là où les enfants sont nourris et instruits, madame. » Et ensuite, lorsqu'elle fut de nouveau seule parmi les ardoises et les marques de frottement de petites bottes, elle laissa ses doigts reposer sur l'hirondelle cousue dans son mouchoir comme sur un pouls. De l'autre côté de la ville, Julien lut la chronique et sentit un goût de fer, le vieux relent métallique de la colère et de la honte se mêlant jusqu'à former une résolution. Il sentit l'influence de sa mère durcir sa mâchoire. Elle voulait dire le monde rangé dans la bienséance, mais au lieu de se présenter à sa porte, il tourna sa plume vers le rédacteur en chef. Composant une réfutation
dont les phrases avançaient avec une autorité prudente, chaque clause une rame tirant le fleuve public vers la clarté. Il ne s'arrêta pas là. Lors d'une réunion d'abonnés remplie de visages attentifs, il s'autorisa le rare risque d'un discours, abandonnant l'armure des graphiques et s'élevant, maladroitement d'abord, puis avec assurance, à un éloge qui ne sonnait pas comme de la flatterie, mais comme une confession. Il nomma Eva, une femme d'un honneur prodigieux, dont les conseils corrigent ma propre ignorance. Une phrase qui traversa les pièces de la ville comme une cloche, la réverbération altérant les conversations dans les salons et sur le lin écru, ondulant même à travers l'air sec du comité. Elle vint le voir le lendemain, ferme et pâle, les yeux dressés, à ne pas supplier. « Vous n'auriez pas dû mentionner mon nom, » dit-elle, refusant à la fois la gratitude et l'abri qu'elle implique. Il soutint son regard et répondit avec une douceur plus dangereuse que n'importe quel mépris. « Alors je n'aurais pas dû permettre qu'il soit calomnié. » Et le silence entre eux se remplit de choses non dites qui existaient néanmoins, brillantes comme des poissons, juste sous la surface. Cette nuit-là, la maison trop grande pour le sommeil d'un seul homme, il se tint devant sa fenêtre et vit, dans l'obscurité réfléchissante, le fantôme de son père, là où il n'y avait que son propre visage fatigué, une silhouette faite d'attente et de fumée. La montre fêlée reposait contre son cœur comme une pierre dans un fleuve, et il sentit le temps presser autour d'elle, sans bouger, le forçant à bouger à sa place. Il pensa, non sans crainte, j'apprends à dépenser une monnaie différente. Le matin, le journal publia sa lettre. Certains détracteurs se moquèrent, des hommes qui craignent une correction comme si c'était une maladie, tandis que d'autres, alliés inattendus, hochèrent la tête en direction de l'orphelinat avec un nouveau respect. À l'école, les élèves d'Eva, prompts à lire le temps sur les visages des adultes, remplirent l'ardoise de petites hirondelles de craie, asymétriques et courageuses. Elle sourit à leur volée et sentit quelque chose comme une fenêtre fêlée, laissant entrer une paume d'air frais, un courage tremblant qui n'effaçait pas la meurtrissure, mais la réchauffait de l'intérieur. La ville, agitée, jugeante et capable de gentillesse dans des coins étranges, continua son chemin. La Tamise garda son conseil. Et quelque part sous le vacarme, l'avenir réparé, pas encore formé, battait la mesure au rythme d'une montre qui ne faisait pas tic-tac et d'un cœur qui le faisait, leur demandant à tous deux d'écouter. La pluie commença comme un murmure contre les fenêtres du salon de thé, et à la deuxième tasse, elle avait trouvé sa conviction. Des avertissements arrivaient avec la vapeur. Le fleuve monte, les berges sont inquiètes, les marées sont d'humeur massacrante, et le soir, la Tamise avait bousculé ses bonnes manières et boudait sur le quai, délibérée et avide, envoyant de minces éclaireurs d'eau dans les ruelles et les pièces basses, jusqu'à ce que l'orphelinat sente le vieux fleuve de la ville décidé d'entrer comme un parent non invité. Des lanternes se balançaient dans les embrasures de portes. Des bottes martelaient les marches mouillées. Eva arriva avec des couvertures empilées jusqu'au menton et une détermination empilée plus haut, ses jupes rassemblées dans une main, le mouchoir brodé d'une hirondelle rentré à son poignet déjà humide. Julien arriva un souffle derrière avec une toile cirée et de la corde, et cette sorte de promptitude qui n'a pas de nom jusqu'à ce qu'on en ait besoin, sa montre fêlée cognant contre ses côtes à son heure permanente, comme pour marquer que le temps pouvait être noyé et pourtant dicter encore ses conditions. À l'intérieur, l'eau montait jusqu'aux chevilles, froide comme un reproche. Les cris des enfants se dispersaient comme des oiseaux effarouchés. Madame Ellerby, les cheveux défaits, les joues rougies par la détermination, leva les yeux de sa petite république de chaos et dit « Je savais que vous viendriez, avec la constance intime d'une bénédiction, comme si la foi pouvait se manifester en deux silhouettes portant la lumière. » Ils devinrent une chaîne sans cérémonie. Eva, au pied de l'escalier,
soulevant, apaisant, content. Julien à mi-chemin, ses bras un berceau et son manteau sombre de pluie et de petites mains. Madame Ellerby en haut, recevant, nommant chaque enfant comme si le nom lui-même était un barreau. Un garçon, tout en genoux et en peur, jeta ses bras autour du cou de Julien, avec la ténacité des nouveaux rescapés, et murmura « Ne me laissez pas tomber ». Et Julien entendit sa réponse venir d'un endroit qu'il n'avait pas, jusqu'alors cru posséder. Jamais. Et le mot n'était pas un vœu seulement à l'enfant, mais à un soi qu'il avait cru en cendre. La maison gémit. Quelque part une poutre exprima son doute. L'eau frissonna sur le seuil avec une élégance perverse. Les bougies, levées haut, créaient leur propre petit soleil qui sentait le suif et l'espoir. Eva glissa sur une nappe ordinaire, de la boue, de la panique, la traîtrise de la hâte, et son corps devint léger dans cette brève physique avant la chute. Ses deux bras la trouvèrent comme s'ils avaient été entraînés par un avenir, l'attrapant à la taille et aux épaules de sorte que, le temps d'un hoquet, il n'était que souffle, chaleur et le bord déchiqueté de la peur, les visages assez proches pour que la fumée des bougies et la pluie se tressent dans leur bouche. « Évangeline », dit-il dans le couloir sombre, son nom, une intimité inouïe, libérée de la cage formelle, et elle entendit son propre cœur compter les secondes. Tic, 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 animant la montre arrêtée d'un courage emprunté, ou peut-être animant quelque chose de plus ancien, le besoin humain d'être tenu exprès et non par accident. Le travail reprit parce que le travail doit reprendre, et après, quand les enfants furent nichés dans des paillasses à l'étage et que la colère du fleuve eût été ramenée à une bouderie, ils se tinrent près de l'âtre où des bûches humides avaient été persuadées de prendre feu. Leurs vêtements fumaient comme des fantômes qui partent, et le rire s'échappa d'eux en morceaux soulagés, inélégants et nécessaires, le genre de rire qui fait confiance au sol. Sa main, aux longs doigts, habile, coupable, changée, se tourna paume vers le haut entre eux, ne touchant pas, demandant seulement une proposition non pas de mariage, mais de témoignage. Sur la cheminée, la lanterne projetait une ombre qui ressemblait, parce qu'il l'avait faite ainsi, à une hirondelle juste à l'arc avant le retour au nid. Son regard se posa là, puis revint vers lui, et le silence ne parla pas de fin, mais d'alliance, pas de précipitation, mais de résolution. Ils ne s'embrassèrent pas. La pièce aurait mal compris. À la place, quelque chose de plus ancien se déplaça entre eux, solennel, comme une bougie portée d'une paire de mains à une autre sans la laisser s'éteindre, et le fleuve, châtié pour le moment, continua sa persistance ancienne, se préparant déjà, comme la ville elle-même, à raconter une autre version de cette nuit, qui manquerait de la vérité précise de deux personnes choisissant un vœu unique et silencieux. Le matin trouva le fleuve contrit et les rues salées d'une mince croûte de limon. L'orphelinat ceint d'une bordure de boue qui avait séché en stries de larmes le long des marches, des couvertures fumaient au loquet des fenêtres, et les enfants, prompts à réutiliser le désastre, plantèrent des bâtons dans la fange, comme si c'était une plage étrangère qu'ils avaient revendiquée. Mais la rumeur ne se retira pas avec l'eau. Elle engraissa dans les salons et les imprimeries, devint d'un prune sombre et sucré de malice. « Seuls ensemble à minuit », disait la ville, roulant la phrase sur sa langue jusqu'à ce qu'elle ait le goût du scandale plutôt que du sauvetage. Dans la salle du comité, qui sentait la laine humide et le papier, un greffier toussa, et le président ajusta ses lunettes avec délicatesse en suggérant que mademoiselle March pourrait envisager un bref congé sabbatique le temps que les choses se calment. Une phrase qui ressemblait au soulèvement prudent d'un ourlet au-dessus d'une flaque et la laissa debout dedans, seule. Eva inclina la tête. La dignité, un vêtement trop fin pour le temps, mais le seul qui lui allait, et ne dit rien qui pût les nourrir. Cet après-midi-là, la longue pièce de la maison Harrow sembla s'allonger davantage,
alors que Julian, la colonne vertébrale droite comme une règle et la voix contrôlée jusqu'à un quasi-murmure, commit son erreur. « Mademoiselle March, je pourrais, si vous le permettez, arranger un mariage de convenance, dit-il, et les mots étaient empesés, respectables, chaque bouton boutonné. Votre travail assuré, votre nom isolé, tout dommage absorbé par le mien. Et bien qu'il regardât ses bottes comme si elles pouvaient produire de meilleures phrases, ses yeux, quand ils se levèrent, n'étaient pas du tout de convenance. Elle écouta comme on mesure un tissu, calmement, exactement. Sa réponse arriva douce et irréfutable. « Ne m'offrez pas la sécurité quand ce dont j'ai besoin est le respect. » Et elle le laissa dans une pièce qui s'élargit aussitôt en une sorte de salle de bal inhabitable, le portrait de son père observant comme un grand livre avec un visage. Seule, la honte tapa de sa plume. Il comprit avec la clarté humiliante d'un homme à qui on a tendu un miroir qu'il avait offert une solution là où des excuses étaient attendues, une architecture là où on demandait la lumière du soleil. Dans la fenêtre, il vit son reflet prendre la bouche de son père, volontaire et incorrecte, et il pouvait presque entendre la montre contre sa poitrine, toujours arrêtée, prononcer le verdict d'une heure qui ne bougerait pas tant qu'il ne bougerait pas. Ailleurs, dans une salle de classe sentant la craie et le savon, Lady Béatrice Lark arriva sur un coussin de parfum et de préoccupation. Son sourire portait la gentillesse comme un voile si fin qu'il ne cachait rien. « Les hommes sont mieux guidés par le velours, » dit-elle, laissant le mot ronronner, « et le scandale par la négligence. » Eva, qui avait réquisitionné du courage à l'once tout le matin, sourit d'une manière qui n'invitait pas à déplacer les meubles. « Je n'ai ni velours ni intérêt, » répondit-elle, et les yeux de la femme plus âgée vacillèrent avec la reconnaissance d'une porte poliment fermée. Une semaine plus tard, une subvention, petite mais essentielle comme un pouce sur une page, se retira avec une note sèche qui aurait tout aussi bien pu être un clou. Eva se mit à emballer des livres comme certains prient, soigneusement, à deux mains, empilant les abécédaires et les manuels en tours précis, arrangeant le chagrin en une forme qu'elle pouvait transporter d'étagère en étagère. Les hirondelles de craie des élèves regardaient depuis l'ardoise comme un conseil de petit juge. Madame Ellerby se tenait à côté avec de la ficelle et une obstination qui pouvait survivre à l'hiver. Dehors, la ville accomplissait son industrie indifférente. Eva noua chaque paquet comme pour panser une blessure, pensant non pas au retrait, mais à ce qui devait être écrit ensuite, et loin de l'autre côté de la ville. Julien fixait les enveloppes sans adresse sur son bureau et la montre fêlée scintillant son heure silencieuse, apprenant, enfin, que le respect commence par une question et une écoute, et que certaines proximités se paient en patience avant d'être payées en paix. Les nuits s'allongèrent, et la maison acquit le silence d'une église après le culte, l'air encore chaud du résidu de la prière. Julien se déplaçait à travers des pièces qui se souvenaient de pas, s'arrêtant dans le salon de musique où le couvercle du piano reflétait la lampe en un ovale vacillant, et sa montre fêlée reposait sur le bois poli comme un verdict qu'un juge aurait écrit et laissé derrière lui. Son silence, une doctrine à laquelle il avait obéi trop longtemps. Il toucha les touches sans bruit, posant ses doigts le long des ivoires comme pour mesurer la température d'une vie pas encore reprise, et quelque part dans le verre, la bouche de son père s'arrangea sur son propre visage jusqu'à ce qu'il se détourne pour rompre le charme. La lettre arriva au crépuscule, le coup du facteur discret comme la bonne éducation. Le sceau était de simple cire imprimée d'une hirondelle, modeste, mais il le lut comme un blason, et il le brisa avec un soin qui le fit se sentir à la fois sot et juste. Son écriture était lisible et dépouillée, les phrases portant leur fardeau sans se plaindre. Un frère perdu d'une toux de docker des années auparavant, et le jour où le ciel bruinait un chagrin qui ne se lèverait pas. Du pain caché par des enfants, comme si une croûte pouvait être un secret
qui gardait le corps et l'âme déguisés. Le courage qui ressemble à des tâches ordinaires. Nous sommes faits de ce à quoi nous prêtons attention, monsieur Harrow, écrivait-elle, et la ligne avait la netteté d'une couture bien repassée, n'offrant aucun endroit où cacher les filochures. Elle ne flattait ni n'accusait. Elle arrangeait la vérité comme elle nouait des paquets, stables, pratiques, exacts. Et à la fin, après des chiffres portés en pain et en heures de chaleur, elle plaça la phrase qui le défie avec sa lame précise. Vous confondez expiation et transformation. Il sentit les mots entrer, trouver une chaise dans sa poitrine, et s'asseoir pour attendre, patiente comme une maîtresse d'école qui a décidé qu'un garçon apprendra ses additions, même si la leçon exige tout l'après-midi. La montre sur le piano ne faisait aucun bruit, comme pour lui donner raison. Il écrivit une réponse de contrition et d'arithmétique, et la déchira. Il rédigea un argument déguisé en humilité, et le déchira aussi. Enfin, sur un papier qui semblait le regarder en demandant de la décence plutôt que du style, il écrivit la seule phrase en laquelle il avait confiance. « Apprenez-moi où mettre mes mains », voulant dire la corde et le charbon et les bancs, voulant dire les grands livres reconfigurés pour honorer le souffle, voulant dire, s'il osait le nommer, et ne le ferait pas encore, son cœur, non pour le posséder, mais pour le sauvegarder. Il la scella rapidement, comme si la vitesse pouvait empêcher la rechute, et l'envoya dans une ville qui dévorait et livrait comme bon lui semblait. Les jours passèrent, minces, exigeants, chaque soir se repliant sur le suivant avec le consentement silencieux de l'habitude. Le cinquième, alors que les lampes étaient allumées le long de la place et que la pluie commençait son doux tatouage sur l'ardoise, un petit paquet arriva, sans annonce, léger, comme s'il ne contenait qu'une permission. À l'intérieur reposait sa montre, réparée, faisant tic-tac avec la confiance immodeste d'une chose qui a été pardonnée, mais pas oubliée. Il n'y avait pas de mots, seulement du rythme. Il la tint à son oreille et entendit non pas un jugement, mais le temps reprenant comme un fleuve libéré d'un étang poli, entendit dans la petite machinerie la pente de la pluie sur le toit et des enfants chantant faux lors des exercices du matin, vifs et indélicats, vrais. Il régla les aiguilles à l'heure, avec un soin qui ressemblait à une prière, et posa la montre contre son pouls, où la vieille peur et le nouveau but se rencontraient et se mesuraient, et dans la pièce voisine, le piano émit un unique bourdonnement sympathique quand il frôla son côté, un accord avalé, comme si la maison elle-même avait décidé, doucement, irrévocablement, de battre la mesure avec ce qu'il deviendrait. Alors que le printemps soulevait son ourlet humide des pavés et que les platanes secouaient un verre que personne ne pouvait légiférer, Julien convoqua son conseil d'administration dans la longue pièce à la table de feutre vert où tant de sommes avaient développé des dents. La montre réparée faisait maintenant tic-tac sur sa poitrine, un petit animal insistant qu'on ne pouvait faire taire. Et quand Ambrose Lindley s'éclaircit la gorge avec un tonnerre de propriétaire et que les yeux de Madame Harrow prirent un éclat hivernal à l'autre bout, il sentit quelque chose en lui refuser de céder. « Messieurs, dit-il, la voix égale, un homme choisi par sa propre conscience, nous allons nous désengager immédiatement des contrats les plus sales, ceux qui noircissent nos poumons et nos grands livres de la même manière, et doter une charte d'école indépendante, libre de notre nom, afin que l'instruction ne puisse être confondue avec de la publicité. » Ambrose gronda à propos de la ruine et des votes. « Vous déferiez le profit pour acheter des applaudissements, Harrow. » Et le silence de Madame Harrow coupa plus nettement que n'importe quelle protestation. Il entendit, faiblement, la vieille maxime de son père. Ne cligne pas des yeux dans une négociation, et il choisit, à la place, de respirer. « Vous pouvez appeler cela de la folie, » répondit-il. « Je l'appellerai une correction. » Le coup arriva avec l'efficacité qu'il avait autrefois admirée dans le profit.
Des partenaires se décollèrent comme du papier peint mécontent, laissant des taches aigres de pâte et d'absence. Les journaux murmurèrent « folie », ancrés dans des colonnes qui souriaient en montrant les dents. Même les amis lui serrèrent la main avec un intérim dans les yeux, comme s'il se tenait dans un courant d'air, comme si la loyauté était une chose que le temps pouvait excuser. Il ne réfuta pas la ville avec des discours. Il mit un manteau simple et descendit au bord du fleuve, où un seau d'incendie municipal attendait sous la rampe en fer. Et il nourrit de vieux grands livres à une flamme maîtrisée, les listes de quotas, d'heures et d'amendes qui avaient fait de lui un homme ordonné, les pages s'enroulant avec un soupir domestiqué. La fumée s'éleva douce comme un hymne, et il garda la montre dans son autre paume, sentant le temps et la cendre converser. La nouvelle de la rupture parvint à Eva comme un coup auquel elle n'ouvrait pas encore. Elle alla à l'usine aux volets clos, où des planches croisaient les fenêtres comme des bras repliés contre des excuses, et à l'intérieur, la poussière flottait en colonnes comme des épilogues à la dérive. Il était déjà là, les manches retroussées, non pas en pénitence mais en posture. L'air sentait le long travail vidé de son bruit. « Vous n'avez pas besoin d'être ici, » dit-elle, méfiante, car l'espoir est une extravagance qui doit s'acheter cher. « J'ai besoin d'être partout où j'ai eu tort, » répondit-il, et le silence qui suivit fut vaste. Puis, non pas comme une parade, mais comme un inventaire, il nomma les morts de l'incendie d'il y a des années, chaque nom placé avec le soin qu'il n'avait autrefois accordé qu'aux chiffres. Sa voix resta stable, tandis que ses mains trahissaient leur tremblement. « Ils ne sont pas morts pour mon profit, » dit-il, et la phrase atterrit comme une clé posée là où une carte avait dit qu'une porte devait être. Elle écouta avec son corps, ses épaules, sa colonne vertébrale, l'hiver remémoré d'un frère qui s'était éteint de tout, et l'hirondelle de son souffle s'éleva, s'arrêta, et vint se percher plus près que l'un ou l'autre ne s'y était attendu, pas encore la confiance, mais sa promesse. Dehors, le fleuve faisait son bruit patient, comme s'il approuvait un feu plus petit, plus propre, et le tic-tac sur sa poitrine battait la mesure avec un monde qui avait commencé, enfin, à regarnir ses poches de décence. Alors que l'automne arrivait avec des feuilles de cuivre qui dévalèrent les trottoirs comme de petites lettres déterminées, l'école, déplacée mais pas anéantie, bourdonnait dans une salle temporaire qui sentait le savon, l'encre et la laine humide. Des bancs se tenaient en rang soigné comme des soldats sobres, et Julien, manteau simple et manches assombries par un travail honnête, portait ces bancs deux par deux, transportait du charbon avec un soin qu'il aurait autrefois réservé aux grands livres, et s'employait à apprendre des noms comme si les noms étaient une nouvelle monnaie qui pouvait racheter de vieux comptes. Molly, avec son sourire aux dents écartées, qui se trompait exprès dans ses comptes pour garder son attention un chiffre de plus. Thomas, qui amassait des éclats de craie comme s'ils étaient des œufs qui pourraient éclore. Elsie, qui ne lisait que si sa main reposait sur l'ourlet de sa manche, comme si la stabilité pouvait s'emprunter à travers le tissu. De petits moments, petits comme des épingles, et tout aussi nécessaires, s'accumulaient. Il boutonnait le manteau d'un enfant avec de gros doigts qui s'étaient trop souvent refermés sur le profit et s'exerçait maintenant à la douceur. Elle corrigeait son latin avec un murmure bas et sans gêne. Non pas « S », mais « edere », Monsieur Harrow, lorsque l'on parle de pain, et il prenait la correction comme du pain lui-même. Leurs regards, autrefois rapides et armés, apprirent à se poser. Dans une salle de classe vide entre les heures, la poussière tournant dans la lumière oblique et une hirondelle crayonnée des jours auparavant hantant encore le coin de l'ardoise avec sa suggestion d'évasion, il trouva des mots vidés de toutes les stratégies qui l'avaient préservé. « J'ai confondu l'argent avec un remède, » dit-il, la montre réparée faisant tic-tac sur sa poitrine comme un témoin qui n'exigeait aucun serment. Elle l'étudia, non pas en l'interrogeant mais en le mesurant,
sachant que les cœurs se déclarent le plus dans les mathématiques de demain. « Je pardonne ce que je comprends, » répondit-elle, la voix stable, « et ce que je ne comprends pas. Je ne le retiendrai pas contre vous, mais restez différents demain, et alors nous parlerons d'amour. » Quelque chose en lui se détendit, non pas pour l'indulgence, mais pour le devoir accepté. Il y a des vœux que l'on ne peut faire qu'à l'avenir. Ils rentrèrent sous des platanes qui semblaient se délester de vieilles querelles avec leurs feuilles, le crépuscule sentant légèrement la pomme et le fer né de la pluie. Sa main plana près de la sienne comme un moineau décidant de faire confiance ou non à un rebord de fenêtre, et elle laissa le dos de son gant frôler ses doigts. Un contact si bref qu'il aurait pu être inventé par la mémoire, mais la peau s'en souvint. La pluie commença, légère, approbatrice, et il s'arrêta, sortant la montre de sa poche comme pour produire un traité. « Gardez mon temps, si vous le voulez bien, » dit-il. Absurde et sincère, offrant le petit cercle réparé qui avait été autrefois une sentence et demandait maintenant à être un poème qu'elle pourrait porter. Elle la glissa dans sa poche, la chaîne disparaissant dans la laine, avec un murmure qui lui sonna comme une grâce, et ils continuèrent avec leurs paroles et leur silence, tous deux changés. Leur dialogue moins armé, plus musical, des phrases courtes, des respirations plus longues, jusqu'à ce que le silence devienne complice, non accusateur. Sur le pas de sa porte, la lumière de l'intérieur projetait un carré courtois sur la marche mouillée. Il s'inclina comme devant une souveraine qui non seulement l'avait conquis, mais avait rendu la conquête sans pertinence, et quand elle sourit, ce fut avec la tendresse grave de quelqu'un qui décerne un laurier invisible, non pour applaudir une fin, mais pour consacrer un commencement que le temps lui-même semblait bénir. La ville se réveilla à un nouveau temps, fait de murmures et d'encre, fragile comme le givre le long des balustrades. Lady Béatrice, élégante comme le givre elle-même, fraîche et exacte, déposa une pétition sur certains couvercles de piano et tables de club, un document qui parlait en syllabes soyeuses de inconvenance et de détournement de fonds, et les signatures fleurirent dessus comme de la moisissure dans une pièce humide, se propageant là où la lumière était faible et l'orgueil abondant. À la fin de la semaine, le conseil avait fixé une audience, les avis placardés droits comme des commandements sur les panneaux municipaux. Et Ambrose Lindley se pavanait avec l'air satisfait d'un homme qui a enfoncé son pouce dans du ciment frais, mais la nuit, reflétée dans le brillant sombre de son miroir de rasage, il paraissait secrètement mal à l'aise, les joues creusées par la conscience de s'être coincé du mauvais côté d'une histoire en train de changer. Eva sentit le froid de la pétition dans la moelle de son travail. À 3 heures du matin, elle se tenait près de la fenêtre de sa petite chambre, la montre réparée chaude dans sa paume, faisant tic-tac comme un petit cœur obstiné qu'on lui avait confié, et elle lui murmura, comme à une créature capable d'obéissance, « Tiens bon », tandis que la ville répondait par de basses cornes de brume depuis le fleuve, comme si un grand animal se retournait dans son sommeil. Julien, de son côté, rassembla ce que la vérité exigeait, des déclarations sous serment de mère qui enlevaient leurs bottes à la porte comme si elles entraient dans une église, des témoignages de dockers dont il connaissait maintenant les noms sans consulter de liste, les cahiers d'écoliers des enfants, noués avec de la ficelle encore maculée de leurs efforts, les lettres solides comme de petits bancs. Il écrivit tard, à la lueur de la lampe, non pas une polémique, mais un faisceau, préparant un discours qui serait moins une arme qu'un phare, un tournoiement régulier d'illumination vers des écueils qu'il avait autrefois appelés son foyer. Béatrice vint le voir en plein jour, sombre comme du bois poli, de la fourrure à sa gorge comme un hiver apprivoisé. Dans l'intimité de son bureau, elle offrit, sans rancœur et avec un sourire remémoré, un retour au confort, des mécènes dociles,
des journaux domptés, la vieille valse reprise là où elle avait faibli. Il s'inclina devant ce qu'ils avaient été, sans mal nommer ce qu'ils étaient. « Vous m'avez appris à danser, Béatrice, dit-il, la gratitude bordée de fer. Elle m'a appris à marcher. » Ses yeux, un instant, montrèrent la blessure de l'exactitude. Puis elle inclina la tête, une impératrice accordant le retrait. Les commérages montèrent jusqu'à la fièvre, devinrent leur propre orchestre. Violon de l'insinuation, tambour de la certitude. Madame Harrow, entendant trop clairement la musique de la ville, ferma sa porte à Eva avec la finalité d'un grand livre claqué. Ce n'était pas une querelle, c'était un climat. Les jours se resserrèrent vers leur spectacle désigné. Les enfants redessinèrent de leurs hirondelles sur l'ardoise comme pour répéter la forme de la persistance. La nuit précédant l'audience, la pluie se faufila à travers la lumière du gaz comme une fine broderie, et Eva et Julien s'assirent à une petite table avec du thé simple, aucune déclaration versée, seulement de la vapeur. Leurs mains reposaient près l'une de l'autre sur le bois, deux provinces négociant une frontière sans émissaire, tandis que dans sa poche, la montre gardait sa mesure courtoise, et dehors le fleuve, qui avait observé des empires et des erreurs, continuait de couler, comme pour leur rappeler que l'histoire pouvait, si on le lui demandait et répondait correctement, être amenée à changer d'avis. La salle du conseil sentait les manteaux humides et l'encre, un temps fait de souffle humain et de papier municipal. Et les citoyens remplissaient les bancs avec des yeux avides de spectacle et des oreilles qui voulaient, si on les y incitait correctement, être convertis. Le long de la table d'honneur, Ambrose Lindley arrangea ses notes avec la délectation d'un avocat qui croit qu'une épée répétée tirera encore du sang, et quand il se leva, il parla d'irrégularité comme s'il s'agissait de manquements moraux dans la couture de l'ourlet d'une nation, sa voix huilée, précise, pointant vers des colonnes et des signatures, vers des chuchotements élevés au rang de paragraphes, tandis qu'au coin de son œil, Lady Béatrice observait avec une assurance qui semblait inattaquable lors d'une danse et moins certaine sous la lumière du gaz et les fenêtres striées de pluie. Eva se leva la première, simple et exacte. Le poids de la montre réparait une petite marée constante dans sa poche, et son discours se déroula comme une couturière étalant un patron sur une table. Elle parla de chiffres en pain, et non simplement en livres sterling, en bottes réparées, et non simplement commandées, en heures de chaleur achetées avec du charbon, et non simplement dans le confort fictif des promesses hivernales. « Voici une semaine de lait, dit-elle, et ici 2 douzaines de cahiers pour des mains qui tremblent moins quand on leur fait confiance, et ici un grand livre qui compte les nuits sans fièvre. » Et elle émut la salle non par le charme, mais par la clarté, de la manière dont un vêtement plaît quand il va s'en serrer. Quand Julien se leva, il y eut une ondulation, attente, suspicion, la mémoire que la ville avait de son nom, et il offrit d'abord une fine lame de vérité, presque rien. « J'ai eu tort, » dit-il, laissant les mots reposer sans coussin. Puis les cadences plus longues s'élevèrent, une modeste chapelle découvrant son orgue alors qu'il laissait sa voix créer une musique prudente et sans gêne. Je vous demande de croire en ce que la patience peut construire. Non pas la patience d'attendre les mains croisées, mais la patience de se présenter avec des bancs et du pain, d'apprendre des noms, d'apprendre d'où vient le courant d'air et comment le sceller. J'ai confondu la dotation avec l'absolution. Je ne demande pas votre pardon, mais la continuation de l'école. » Il nomma ses anciennes fautes sans excuse, comme s'il récitait une leçon qu'il avait enfin comprise appartenir non pas à la langue, mais à la main n'agissante. Il prononça la date de l'incendie comme on dit un psaume, et il laissa le silence faire sa part, ce qu'il fit. La salle se réduisit à un souffle retenu, et dehors la pluie, qui avait boudé d'abord sur les vitres,
s'éclaircit en une bruine plus propre, comme si le temps, lui aussi, écoutait et préférait cette version. Un enfant, sans y être invité, non dressé à la laisse de la bienséance, se leva sur un banc comme une petite trompette et déclara « Monsieur nous lit des histoires », et le rire qui parcourut la salle ne fut pas méchant, même la bouche d'Ambrose incertaine de condamner ou d'être humaine. Le regard de Béatrice vacilla, pas tout à fait de l'admiration, pas tout à fait une retraite, comme si une fenêtre de son hiver privé s'était entr'ouverte d'un degré. Le conseil se consulta en un conciliabule qui ressemblait à un groupe de corbeaux parvenus à une conclusion commune. Quand le président se leva et annonça la charte accordée, les applaudissements hésitèrent, testant leur propre bienséance, puis s'amplifièrent comme un corps trouve un rythme, les mains parlant là où les langues ne le pouvaient pas, et les yeux d'Eva, si souvent disciplinés à une vivacité rationnée, brillèrent franchement, une lumière comme une couture nette dans un bon tissu, tandis que Julien, les épaules s'abaissant comme s'il était dépouillé d'une année de poids invisibles, expira le long souffle qu'il avait retenu depuis qu'il avait entendu sa voix pour la première fois dans une pièce embuée, et au-delà des hautes fenêtres. La bruine se mua en quelque chose de presque délicat, les roses de la cour secouant leurs têtes mouillées, comme pour faire signe à quiconque avait gagné le droit de sortir et de parler doucement parmi elles. Ils s'égarèrent, comme par instinct, cherchant un air plus calme pour laisser le verdict du jour s'installer, dans le jardin arrière où la pluie avait laissé les roses courbées sous le poids de leur propre parfum, chaque fleur un point doux se desserrant, et le bruit de la ville, charrettes et disputes, triomphes se répétant déjà dans les salons, s'amenuisa jusqu'à devenir une mer lointaine peignant des galets. Le gravier se plaignit poliment sous leurs pas, un petit son dans un monde qui semblait soudain attentif, et ils s'arrêtèrent près d'un banc verdi par un film de mousse, sans s'asseoir, comme si s'asseoir pouvait concéder trop au confort trop tôt. Le souffle entre eux était chaud d'effort et de pluie, son manteau encore humide aux coutures, ses gants d'une teinte plus foncée, là où la bruine avait insisté, et pendant un instant, ils pratiquèrent la vieille prudence, la vieille diplomatie des mains qui ne s'étendent pas, des yeux qui regardent les roses pour ne pas regarder la personne qui est devenue la rivale d'une rose. Puis Julien, comme s'il entendait un marteau intérieur le convoquer à une juridiction au-delà des comités, laissa les mots venir aussi doucement qu'il le savait, ce qui se révéla être très doucement en effet, comme pour ne pas effaroucher l'oiseau que son courage était devenu. Je vous aime non pas pour m'avoir pardonné, mais pour avoir exigé que je devienne un homme digne du pardon que je cherche. La phrase, une fois dans l'air, acquit du temps et de la gravité. Elle la sentit atterrir sur son sternum comme une alouette se posant, et à cet endroit où elle avait appris à stocker à la fois l'indignation et la miséricorde, elle trouva, à sa propre surprise, quelque chose de plus léger que l'un ou l'autre. « Je vous aime, » répondit-elle, et sa voix était plus petite et plus vraie, sans broderie, pour avoir remarqué le pain caché dans de petites mains et avoir fait quelque chose à ce sujet. Puis elle rit, doucement, étonnée par la facilité de la phrase, comme si le soulagement lui-même avait un son et avait choisi le sien, et sous ce rire, il sentit son ancienne vie reculer d'un pas pour laisser la nouvelle entrer avec ses paquets de devoirs et ses plaisirs tranquilles. Ils se rapprochèrent l'un de l'autre sans théâtralité, non pas comme des combattants finalement conquis, mais comme des diplomates s'accordant non pas sur des termes mais sur un pays. Quand ils s'embrassèrent, ce ne fut pas une trompette mais un vœu, non pas une conquête mais une alliance. Et le monde ne s'embrasa pas, il s'approfondit, les bords s'adoucissant en des significations qu'ils n'avaient pas su lire jusqu'à présent. La montre réparée, dans sa poche, faisait tic-tac comme pour fournir la déclaration sous serment d'un témoin, crédible, sans ostentation. Et quand il posa son front contre le sien, il écouta avec une révérence qui le surprit le miracle ordinaire du rythme, du temps
qui, une fois fêlés, s'étaient rejoints, admettant une couture que l'on pouvait tracer du bout du doigt et admirer plutôt que cacher. « Demain, dit-elle, parce que l'amour qui doit durer préfère le mot simple qui affronte le temps. Demain, répondit-il, non par galanterie, mais par compréhension, parce qu'il avait appris que le temps peut être persuadé à la gentillesse si une personne garde les mains fermes. Les roses expirèrent. Quelque part une grille cliqua. Au-dessus d'eux, une hirondelle coupa l'air humide, une syllabe noire rapide cousue à travers le gris, et ils la regardèrent rapetisser jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un oiseau, mais une pensée se déplaçant dans le ciel de l'esprit, promettant des départs et des retours, promettant, comme la montre, que ce qui est tenu avec soin continuera. La nouvelle parvint au salon de Madame Harrow comme un courant d'air qu'on ne peut tout à fait localiser, discret, indéniable, altérant la température sans faire trembler les rideaux. Et lorsque Julien se tint devant elle, au milieu des tissus d'ameublement pâle et des portraits qui observaient avec le calme fixe de ceux qui ont déjà décidé, elle la reçut avec un chagrin austère qui rendit même le service à thé plus froid. « Ton père a bâti un monde pour que tu n'aies pas besoin de cela, » dit-elle, et dans le pronom « cela » résidait tout ce qu'elle voulait dire. Une femme qui travaillait, une épouse qui ne se prélasserait pas en sécurité, un fils qui refusait d'obéir à l'architecture que l'argent érigeait. Il aurait pu se raidir. Au lieu de cela, il se stabilisa, comme si le nouveau soi qu'il avait pratiqué avait trouvé sa colonne vertébrale. « Il a bâti un monde que je dois reconstruire, » répondit-il, et la douceur qui s'en dégageait n'était pas capitulation mais savoir-faire. Une main apprenant à raboter le bois dans le sens du grain, et quand il embrassa sa joue, il sentit le goût salé d'un dégel qui n'était pas encore un printemps, mais n'était plus un hiver. Ses doigts, qui avaient été une composition de bagues et de retenues, s'adoucirent autour de la soucoupe, et elle dit « Non pas une bénédiction, mais pas une malédiction. Alors ne gaspille pas ton courage en flamboyance. » Ce qu'il entendit comme une permission d'être ordinaire et constant. Cet après-midi-là, Lady Béatrice Lark vint une dernière fois, non pour tenter mais pour conclure, et Eva la rencontra sur le seuil de l'école, lourde chose non dite, l'odeur de la craie et de l'amidon bouilli, les rires d'enfants roulés fins comme un ruban quelque part derrière elle, le soleil de la rue frappant la poussière en pièces de monnaie, et pendant un temps, elles se tinrent là, deux femmes qui avaient autrefois été adjacentes au même homme dans différents dialectes de la connaissance. Eva tendit la main, une forme simple dans l'espace, et Béatrice, dont l'hésitation était toujours élégante, la prit enfin. « Je ne serai pas votre amie, » dit-elle, l'honnêteté comme une couture nette, « mais je ne serai pas votre ennemi. » Et une étrange miséricorde bourdonna entre leurs paumes, comme si un fil y avait été tendu pour transporter quelque chose d'utile plus tard, quand les alarmes pourraient sonner. La ville, qui avait observé comme le font les villes, en faisant semblant de ne pas le faire, sembla approuver. Le soleil s'inclina à travers la suie, comme pour faire le vœu de tenter la beauté malgré tout. Un marchand des 4 saisons ôta sa casquette sans trop savoir pourquoi, et un groupe d'enfants, sans instruction, la plupart des politiques au-delà d'eux, applaudit comme seuls les enfants le peuvent, avec la précision pure des cœurs qui lisent le ton mieux que les lettres. Les plans se déroulèrent non pas avec des trompettes, mais avec de la ficelle et du papier. Un mariage modeste, des invitations peu nombreuses et précises, des intentions multiples. Madame Ellerby offrit un coin de la cour de l'orphelinat pour des guirlandes qui deviendraient plus tard des hirondelles en papier découpées par de petites mains. Un voisin avec un bon manteau, mais sans goût pour les foules, promit des chaises. Julien compta les pièces et le temps avec le même soin qu'il avait autrefois accordé aux marges, bien que maintenant l'arithmétique ressemblât à une prière. Eva mesura du tissu pour une robe qui n'entraverait pas la lecture de l'après-midi. L'amour, ici, refusa le spectacle et devint une utilité rendue radieuse.
des listes qui étaient aussi de la tendresse, des courses qui étaient des vœux, une visite à un imprimeur qui ressemblait à une bénédiction. Le soir, quand la lumière prit cet or tardif et épuisé d'une ville qui a travaillé et a l'intention de le faire encore demain, Eva s'assit à son bureau étroit, la montre réparée respirant un métronome patient à côté d'un encrier, et ouvrit le journal dans lequel elle avait, pendant des années, écrit à un frère qui ne pouvait plus la lire. Elle lui raconta, comme elle le faisait toujours, les faits simples, la toux de cet enfant parti, ce cahier rempli, les yeux de madame Harrow dégelant peu à peu. Puis elle fit une pause, sentant le vol délicat de la peur qui se glissait encore comme un courant d'air sous les portes bien fermées du bonheur, et écrivit, avec constance pour se stabiliser. « J'ai trouvé un homme qui réparerait sa montre pour battre la mesure avec nous. » Et alors que la phrase s'installait dans les fibres de la page, elle posa sa paume dessus et écouta le tic-tac comme un serment que le temps, s'il était tenu correctement, ne les trahirait pas. Le sabotage arriva comme une mauvaise habitude revient, sans invitation, sans honte, se faisant passer pour un accident, par le biais d'une lampe à huile en éteint dans le débarras, inclinée à un angle qu'aucune maladresse ordinaire n'aurait choisi. L'odeur de paraffine s'épaissit d'abord, puis la fumée se déroula le long du plafond, testant les poutres et les coins comme si elle se souvenait de vieilles routes, et quand le premier doigt de flamme lécha une caisse de papier à lettres, il écrivit son alphabet rapide et orange avec une fluidité hideuse. L'alarme vint d'une clochette agitée par madame Ellerby avec une telle force que le métal chanta, puis les voix se rassemblèrent en un but. « 2 par 2 !» cria Eva, sa constance gainée sur la peur comme un fourreau de velours. « Tenez-vous la main, les chapeaux peuvent être perdus, aucun enfant ne le sera. » Et de petites paumes trouvèrent de petites paumes, une file de manteaux et d'yeux anxieux, de genoux écorchés et de courage pratiqué, se déversant vers la cour, tandis que la voix de Julien, plus basse, commandant sans acier, comptait et recomptait jusqu'à ce que les nombres s'alignent avec les noms. Il sentit la chaleur passer de l'avertissement à l'intention. La vieille leçon monta dans sa poitrine comme un fantôme aux mains mouillées, et dit « Ne retourne pas là-dedans ». Et il y répondit avec l'obstination du nouvellement refait « Je refuse ta prophétie », et plongea dans la clarté âcre, une manche sur sa bouche, la montre sur sa poitrine, un battement de cœur rapide et absurde. Il prit ce qui importait. La boîte en fer des registres, lourde de noms qui avaient appris, par la simple encre, à être importants. Une pile de cahiers d'enfants, doux de doigts et de fierté. Une ardoise sur laquelle les additions de la veille scintillaient encore faiblement, preuve qu'une logique plus calme existait. Il attrapa le bord d'une toux qui aurait pu être la sienne d'enfance et pressa le pas à travers elle. Eva, l'ourlet de sa jupe sombre d'eau d'un seau renversé, disparut dans une autre direction. « La boîte à pharmacie !» lança-t-elle par-dessus son épaule, et il voulut la ramener par les syllabes, et pourtant ne le fit pas, ne le pouvait pas, car il avait appris à faire confiance aux terreurs qu'elle nommait nécessaires. Elle revint avec des bandages et une boîte de pommade, les cheveux défaits de leurs épingles, les yeux brillants comme la catastrophe, et ensemble, ils firent leur propre petit chemin vers l'air. Dans la cour, il y avait déjà une file. Béatrice Lark était arrivée avec 2 laquais et un cocher, portant les sceaux de leur maisonnée, comme s'ils étaient en argent. Sa robe du mauvais genre pour cela, mais sa posture précise comme un commandement, et les voisins, tabliers, casquettes, un boucher avec du sang sous les ongles qu'il avait frotté en courant, se mirent au travail à leur côté, passé et futur, se partageant la tâche dans un rythme plus ancien que l'animosité. « Plus vite !» dit Béatrice sans grandiloquence, « et encore !» Et l'eau battit le souffle chaud de l'école jusqu'à ce que ce souffle bégaie puis, enfin, cède. Une silhouette fut aperçue à l'entrée de la ruelle, un manteau étroit, un chapeau tiré bas, une allure qui se voulait ordinaire et, en le voulant, se trahissait.
Puis la ville l'avala comme le font les villes, ses ruelles agissant comme des gorges. Le feu mourut comme le fait un tyran, avec une dernière protestation et une flaque de honte. À l'intérieur, la fumée dessina son écriture sur les murs, une graphie en charbon qui avait quelque chose de la malédiction et, si l'on regardait plus longtemps, de l'instruction. Les mains d'Eva tremblèrent lorsqu'elle attrapa la cloche pour la faire taire. Le bras de Julien trouva sa taille avec une certitude que son cerveau ne pouvait pas encore se permettre. La suie maculait sa joue comme une peinture de guerre. « Plus d'incendie, murmura-t-il. La déclaration, un vœu et une prière. L'ancien brasier au fond de lui, répondant par un rugissement remémoré qu'il refusa d'entendre. Seulement des foyers, répondit-elle, et parce qu'elle le disait, il pouvait l'imaginer. La chaleur canalisée vers l'utilité, le danger domestiqué en chaleur, la lumière faite pour lire. Les enfants toussèrent, puis eurent un hoquet de rire de la manière fine et triomphante des presque effrayés. Madame Ellerby bénit tout le monde, et personne en particulier. Béatrice, les cheveux humides et l'ordre restauré sur son visage par l'effort, adressa un signe de tête à Eva, un pacte fait de sel et de fumée, et partit sans aucune déclaration. Le matin montra l'épave plus honnêtement, un débarras mordu mais pas dévoré, un plafond bruni comme du vieux pain, des traînées noires sur le plâtre comme une écriture sur un mur qui voulait un nom. Ils la lurent ensemble, côte à côte, sous un ciel lavé, jusqu'à la clarté par les efforts de la nuit, et décidèrent qu'elle ne disait pas ruine, mais résolution. « Nous reconstruisons, » dit Eva, touchant le charbon, comme si elle lisait du braille, et en plus lumineux. Et sa montre, qui ne l'avait pas trahi, fit tic-tac en accord, obéissante comme un métronome réglé sur un futur. Il pensa aux hirondelles de papier découpées par de petites mains, au foyer, aux grands livres qui n'enregistraient pas le profit mais la patience, et sut que la ville leur avait offert un alphabet, cendre et eau, et qu'ils épelleraient avec lui ce dont ils avaient besoin. L'été mûrit comme si la ville s'était souvenue comment s'adoucir après tant de fumée, et la cour de l'école, encore marquée par l'écriture de charbon de l'avertissement, se transforma en un atelier de réparation. Les voisins arrivaient avec des briques enveloppées dans du papier journal et des pains sous leurs tabliers, avec des marteaux qui avaient vu des toits traverser des hivers et des chansons qui s'inséraient facilement dans la cadence du travail. Un marchand des 4 saisons installa sa charrette comme une table pour les clous. Madame Ellerby comptait les bénédictions en comptant les planches, et les enfants, sévères et déterminés, découpaient des hirondelles blanches dans du papier bon marché jusqu'à ce que le sol soit une chute de neige de chute qui ne glaçait pas. Ce qui avait été un bâtiment devint une communauté, et dans cette conversion, quelque chose de calme et d'obstiné prit racine, qui ressemblait à la première preuve de leur ancien vœu, seulement des foyers. Ils se marièrent là, dans la cour de l'orphelinat, sous une guirlande de ces hirondelles en papier, reliant un muret à un autre, comme une pensée stabilisée entre deux vérités. Le soleil frappait les seaux en étain, en de brèves auréoles. Les bottes étaient cirées du mieux que la pauvreté l'enseigne. Et Julien, rasé de près avec un soin qui trahissait sa nervosité, se tenait à côté d'Eva, qui avait choisi une robe qui laissait de la place pour respirer, bouger et passer un livre d'une petite main à une autre. Leurs vœux étaient simples et exigeants comme une liste écrite proprement pour le matin. « Je garderai au chaud ce que tu apporteras dans mes bras. Je transformerai la peur en pain quand je le pourrai, en silence quand il le faudra. » Et quand ils dirent « demain », cela sonna comme une continuité plutôt qu'un ajournement. Madame Harrow assista avec une colonne vertébrale digne d'un héritage, ses gants immaculés, son expression prudente comme un grand livre en fin d'année. Raide au premier hymne, elle s'adoucit au second, et quand Eva s'approcha, elle murmura, comme pour avouer qu'une vieille superstition était fausse,
Vous avez l'air plus courageuse que le bonheur, ce qui, dans une autre maison, aurait pu être une bénédiction. » Béatrice ne vint pas, mais un paquet arriva, rubané de retenue, des livres estampillés avec goût et une carte de sa main. « Pour la bibliothèque que vous avez insisté à faire exister. » qu'Eva lut 2 fois puis plaça pour que les autres la voient, afin que la gratitude puisse circuler sans devenir une dette. Leur première danse refusa les parquets de velours et les lustres. Ce fut une ronde d'enfants, les mains liées, les genoux trop enthousiastes, un cercle les tirant vers le centre jusqu'à ce qu'ils rient tous les deux, car il y a une humilité dans la joie quand elle est partagée. Il rit sans pratique, surpris de s'entendre sans retenue, et elle rayonna comme si elle avait toujours su que l'allégresse pouvait se gérer comme une salle de classe, tendrement. Au crépuscule, la ville s'adoucissant en lavande, il ouvrit une petite boîte avec la formalité d'une excuse bien faite, un médaillon, modeste, à l'intérieur une image de l'orphelinat, sa ligne de toit tordue plus chère que la symétrie, et un brin de bruyère séchée du bord du fleuve où le vent avait autrefois tiraillé les rubans de son chapeau. Pour garder près de nous ce que nous servons et où nous avons commencé, dit-il. Et elle toucha la bruyère comme si elle sentait encore la pluie. Plus tard, après que les miettes eurent été balayées et les chaises empilées par des garçons fiers de leur utilité, ils s'assirent, leurs épaules se touchant dans une pièce qui serait la leur, parlant dans la douce arithmétique qui était devenue leur dialecte, des sommes de couverture nécessaires avant la Saint-Michel, le coût de l'huile de lampe équilibré par le prix des abécédaires, la distribution des histoires du soir pour qu'aucun enfant ne soit oublié. La romance, ici, était un grand livre partagé de gentillesse, les entrées vérifiées par 2 mains. Quand enfin Eva souleva la montre réparée de sa poche, celle-là même qu'il lui avait autrefois demandé de garder. « Gardez mon temps, si vous le voulez bien. » et la posa sur la cheminée au-dessus d'une grille qui ne promettait plus que de la chaleur. Son tic-tac ne sonna pas comme une sentence ou une pénitence. Il mesurait non pas la culpabilité, mais les jours, non pas la dette, mais les promesses tenues en petite monnaie, et sa musique modeste. Tic, tic, créait un poème dans l'air qu'ils respireraient ensemble. Les années passèrent. Au retour du printemps, l'école bourdonnait de 1000 petits pas, la poussière de craie flottant dans des raies de lumière comme un temps apprivoisé, dressé à se comporter sur les ardoises et les têtes, et le couloir sentait le savon, les crayons mâchés par la pensée et la laine humide mise à sécher. Un petit garçon aux cheveux sombres comme ceux des Harrow et aux yeux vifs comme ceux des Marsh le parcourut, en courant, avec un sourire qui menaçait d'être interdit, et ne le fut jamais, ses bottes battant un rythme qui faisait garder la mesure à la journée. Eva rit depuis le seuil, de ce rire qui semblait transformer une leçon en histoire, tandis que Julien levait les yeux d'une chaise qu'il réparait, les doigts tachés d'encre par une matinée de liste et égratignés par une menuiserie sincère, et se sentit étonné comme un homme qui a enfin trébuché sur le bonheur ordinaire qu'il avait, autrefois, jugé impraticable. Le bonheur, découvrit-il, ne criait pas. Il tapotait le long des lambris avec de petits pieds. Il demandait une autre page. Il avait besoin de 3 clous de plus et de quelqu'un pour tenir l'autre côté. Et il avait un visage qui pouvait être tracé au fusain et remémoré. La ville avait changé de quelques centimètres, comme le font les villes. Certaines usines portaient leur propreté comme un nouvel uniforme. Certaines cheminées étaient plus silencieuses. Le fleuve sentait moins l'impatience, et même l'ambition, ce cheval rapide, portait un visage humain de temps en temps et ne piétinait pas les petits jardins pour le sport. Près de la porte de l'école, une modeste plaque de bronze captait le matin comme si elle avait été conçue pour bénir. Elle commémorait le jour de l'audience, des noms pressés dans le métal, comme des promesses refroidies en permanence, et les enfants, l'index respectueux, traçaient les lettres tandis que leur bouche en pratiquait les formes, apprenant l'histoire en même temps que l'écriture, découvrant que le langage pouvait être à la fois une arme
et une couverture. Il la regarda à travers un jardin ensoleillé, non pas à travers une soirée bondée, mais à travers un air rempli d'abeilles et du murmure des feuilles. Sa jupe soulevée au-dessus de l'herbe humide, sa main posée sur l'épaule ronde d'un élève. Sa bouche adoucie par l'habitude de l'encouragement. Le désir maintenant ne le brûlait plus en cendres. Il tenait, il encerclait, il s'approfondissait comme la façon dont les racines décident d'une pierre et l'enveloppent jusqu'à ce que la pierre et la racine appartiennent à la même terre. Les hirondelles retournèrent aux avant-toits avec une compétence qui les faisait ressembler à de vieilles voisines, et leur nid dans le coin de la maçonnerie s'éclaira d'étrangeté, de la paille, de la ficelle, et un étroit morceau de ruban du gris, perle exacte des gants qu'elle avait portés ce premier soir, où le brouillard se pressait contre les vitres de Londres. Leur fils le vit le premier, le visage levé, le doigt pointant la joie vers le haut. « Regarde, maman !» Et elle, protégeant ses yeux du soleil, sentit la double nature, étrange et pleine d'espoir, du temps. Ce qui avait été une armure s'adoucissait maintenant en abri. Ce soir-là, la pluie se mit à son service avec une douceur qui sonnait comme une approbation, tapotant le jardin juste assez pour rincer la poussière des feuilles, et ils s'assirent près de l'âtre où seuls les foyers avaient leur place. Une casserole murmurant du lait pour le cacao, la montre réparée faisant tic-tac sur la cheminée avec une patience qu'il avait apprise à chérir. Au petit poignet du garçon, fixé avec un ruban parce que les poignets étaient des choses têtues, une seconde montre, plus petite, que son père avait conçue pour lui, égrenait sa mesure plus légère. Ensemble, elles formaient un étrange duo, deux cœurs modestes à différentes échelles tenant un accord entre les générations, et Julian, la tête de son fils contre sa cuisse et la main d'Eva enlacée dans la sienne, là où le feu montrait leurs os aussi éphémères qu'ils l'étaient vraiment, pensa « Nous n'avons pas mis fin au froid du monde, mais nous avons rendu cette pièce chaude. » Eva glissa le médaillon dans sa paume, éteint la bruyère, jusqu'à ce que son souvenir de pluie s'élève. Dehors, une hirondelle écrivit une courbe patiente au-dessus du toit et disparut dans la syllabe sombre des avant-toits, et à l'intérieur, le tic-tac rassembla des phrases domestiques en un paragraphe qui disait « Encore et encore et encore. Nous avons reconstruit. Nous gardons. Nous gardons. Nous gardons. » La résolution n'arriva pas avec des trompettes, mais avec du pain refroidissant sur un rebord de fenêtre, avec des bancs portés et alignés, avec les salles de l'école résonnant non pas de calamités, mais de récitations et de petits rires. L'orphelinat s'élargit un peu à ses coutures pour accueillir plus de lits, plus de livres, plus de noms, et le mariage, fidèle à sa promesse initiale, grandit comme du lierre sur une pierre solide, patient et vert, réchauffant la brique par simple persistance. Quand les disputes venaient, comme elles le font, comme le temps le fait, elles étaient accueillies par un travail doux et obstiné. Une promenade sous la bruine, plutôt qu'un mot aiguisé en lame, des excuses placées comme une tasse de thé sur une table dont le vacillement était déjà connu, un grand livre équilibré non seulement en livres sterling, mais en gentillesse échangée, jusqu'à ce que le soir ne demande plus que de régler la lampe. L'hirondelle nichait toujours dans les avant-toits, industrieuse comme jamais, et la montre réparée sur la cheminée faisait tic-tac avec la modestie sans complexe d'un cœur qui avait appris assez de chagrin pour ne pas étaler sa continuité. Certains soirs, quand la ville exhalait son long soupir de charbon et que la montre plus légère du garçon ajoutait son bavardage à la pièce, Eva et Julien écoutaient et reconnaissaient dans ce duo une réponse au brouillard, au verre et au cristal tremblant de leur commencement. Non pas le tonnerre, mais le rythme, non pas le spectacle, mais le temps retenu. Cher auditeur, il y a un courage qui ne scintille pas. Il ressemble à porter l'autre bout du banc sans qu'on vous le demande, à réparer une montre non pas pour l'exhiber, mais pour se souvenir d'arriver,
à s'excuser sans théâtralité et à signifier le diminuendo plus que le discours. Il ressemble à rester quand rester exige le réajustement quotidien de sa propre fierté. Considérez que l'amour est rarement l'éclair qui fend une nuit, et plus souvent la lampe entretenue par tous les temps, bons ou mauvais, la mèche taillée, le verre essuyé, la flamme protégée par une main qui a connu le froid. Considérez aussi que la rivalité, quand l'orgueil est effrayé et ne connaît pas encore sa meilleure forme, peut être la première silhouette de la reconnaissance, une circonférence que l'on parcourt jusqu'à trouver la porte. Il nous est demandé à chacun, dans nos propres chambres et matins, dans nos grands livres et nos cuisines et nos couloirs, éclairés par des miroirs, si la culpabilité sera un monument érigé haut et admiré pour sa misère, ou une porte découpée dans un mur que nous pensions porteur. Choisissez la porte si vous le pouvez, et passez-la doucement, laissant ce qui était autrefois lourd devenir la charnière. Si la rumeur vous brise, laissez votre travail parler comme la pluie sur l'ardoise, constant, purifiant, désintéressé des opinions. Si quelqu'un vous offre une sécurité qui vous coûte le respect, gardez vos mains pour votre création et votre cœur pour votre choix, comme elle le fit à un prix et comme il apprit à l'honorer. Que vos jours soient cousus de petites miséricordes et que vos nuits tiennent compagnie à une horloge qui bat la mesure avec un avenir plus clément. Prenez votre temps, puis prenez la main d'un autre, et dans la cadence partagée, trouvez que les pièces se réchauffent plus vite quand elles sont tenues ensemble. Si ce conte vous a tenu compagnie, portez-le plus loin. Construisez, réparez, pardonnez, et soyez pardonnés. Revenez, et partageons plus de chaleur et de mots près du foyer que nous créons ensemble.